je vais vous présenter la synthèse pour la rotation numéro 2. Nous allons commencer par la fiche numéro 4 qui portait sur les changements d'état et plus particulièrement sur la masse, le volume et l'énergie. Donc les trois états de la matière, on les a déjà vus, c'est solide, liquide et gazeux. On a aussi vu qu'un changement d'état, c'était quand on passait d'un état à un autre. Et on a 4 changements d'état qu'on a déjà vus, la fusion quand on passe de solide à liquide, la vaporisation quand on passe de liquide à gaz, la condensation ou la liquéfaction, les deux mots existent, quand on passe de gaz à liquide, et enfin la solidification quand on passe de liquide à solide. Donc quand on a un changement d'état, en fait, il faut faire un apport ou un retrait d'énergie thermique. Donc l'énergie thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que de la chaleur. Donc ça revient à dire que quand on chauffe, on apporte de l'énergie thermique et quand on refroidit, on retire de l'énergie thermique. Donc 2 petits exemples pour mieux comprendre. La fusion par exemple. Quand on a un glaçon qui fond, on passe de l'état solide à liquide et pour qu'il fonde, il faut chauffer. Donc il faudra pour faire ce changement d'état un apport d'énergie thermique. Deuxième exemple, la solidification. On veut fabriquer des sucettes en chocolat. Donc on met du chocolat liquide qu'on va mettre au congélateur pour qu'il se solidifie. Donc il a fallu refroidir. Donc pour que ce changement d'état ait lieu, il faut un retrait d'énergie. Donc voilà les choses que vous devez être capable de faire sur des exemples de la vie courante. La masse, donc petit rappel, on l'a vu aussi dans la rotation 1, elle se mesure avec une balance. Et ça, c'est une expérience que vous avez faite. La fusion, donc on met des glaçons, là il y en a 110 grammes et on voit que quand ils ont complètement fondu, on a toujours 110 grammes, cette fois-ci d'eau liquide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'un changement d'état, la masse ne varie pas. Donc là, le changement d'état, c'est la fusion, mais bien évidemment, c'est valable pour les 4 changements d'état. Maintenant, le volume. Donc là, vous voyez, dans cette bouteille, on a rempli un certain niveau rouge avec de l'eau liquide. On a placé la bouteille au congélateur et on voit que le niveau a augmenté. Donc le volume augmente. Même chose ici, on avait une bouteille, mais cette fois-ci, on l'a remplie à ras-bord. C'est une bouteille en verre. Et donc, lors de sa solidification, vu que le volume augmente, le verre ne peut pas se déformer. Et donc, du coup, il va casser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'un changement d'état, le volume varie. Parce que les molécules ne vont pas être rangées de la même manière quand on est à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux. La fiche numéro 5 maintenant. Donc on est toujours sur les changements d'état, mais cette fois-ci, on va parler de la température. Donc un changement d'état pour un corps pur se fait toujours à température constante. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'il va falloir vraiment retenir. Et quand on fait une courbe, on a donc un palier de température. Petit rappel, un corps pur, c'est l'inverse du mot mélange. Donc là, par exemple, on a la courbe en rouge qui est le changement d'état pour l'eau pure. Donc on voit bien qu'ici, on a un palier, donc c'est-à-dire une zone où la température stagne. Et ici, on a de l'eau salée. Donc maintenant, ce n'est pas un corps pur, c'est un mélange. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de palier. Donc nous, en 5e, on va s'occuper seulement des corps purs. D'accord ? Donc l'évolution de la température en fonction du temps. Donc là, je vais vous expliquer la courbe et ne vous inquiétez pas, ce que vous avez à noter sur votre feuille sera sur la diapo suivante. Donc ici, le corps étudié, c'est l'eau. Et on commence au point A où on est à l'état solide. Donc on chauffe, on apporte de l'énergie thermique, on chauffe, donc la température augmente. À un moment donné, on arrive à 0. 0, c'est la température de fusion de l'eau. Chaque produit chimique a ses températures spécifiques de fusion et de vaporisation. Donc pour l'eau, c'est 0 degré. Donc là, on a le premier petit morceau de glaçon qui commence à fondre, le premier petit morceau goutte de liquide qui apparaît. On continue à chauffer, mais la température ne va pas augmenter parce que l'énergie thermique qu'on donne en chauffant, elle va servir à faire le changement d'état. Donc, elle va pas pouvoir servir à augmenter la température. Elle sert juste à faire le changement d'état. C'est pour ça qu'il y a un palier de température. Donc là, on solidifie, on fond de plus en plus. Au point C, on se retrouve avec que du liquide. Ensuite, le changement d'état est fini. Donc la chaleur qu'on va apporter, cette fois-ci, va à nouveau pouvoir servir à augmenter la température. Donc on augmente au niveau de la température jusqu'à arriver à 100 degrés. 100 degrés, c'est la température de vaporisation de l'eau. Donc cette fois-ci,
Encore comme tout à l'heure, la chaleur, l'énergie thermique qu'on apporte ne va pas servir à augmenter la température, mais à faire le changement d'état. Donc ici, on a la première petite bulle de gaz qui apparaît. Ici, il y a de plus en plus d'eau qui se vaporise, qui se vaporise, qui se vaporise. Ici, on a quasiment plus du tout d'eau liquide. Quasiment tout s'est transformé en gaz et la dernière petite goutte de liquide va se transformer en gaz. Une fois que le changement d'état est terminé, on va pouvoir à nouveau augmenter la température. Et donc ici, au point F, on se retrouve à l'état gazeux. Donc nous, en général, on a étudié juste un changement d'état. Là, il y a les deux changements d'état sur la même courbe. Donc c'est un petit peu plus compliqué. En classe, bien évidemment, vous n'aurez qu'une seule partie de cette courbe, qu'un seul changement d'état à la fois. Donc voici ce que je viens d'expliquer et que vous pouvez noter sur votre feuille. Donc comment faire un graphique? Donc petit point méthodologique. Donc d'abord, on trace les axes. On n'oublie pas d'indiquer le nom et l'unité, il faut les deux. Donc ici, par exemple, température en degrés Celsius et temps en minutes. Petit rappel, cet axe-là, c'est l'ordonnée, cet axe-là, c'est l'abscisse. Une fois qu'on a fait ça, on va graduer en fonction de l'échelle qui est donnée. En cinquième, l'échelle, pour l'instant, sera toujours donnée. Ensuite, on va placer nos points. Une fois que les points seront placés, on va les relier. Donc soit à la règle si c'est une droite, soit à main levée si c'est une courbe comme ici. Et on n'oublie pas pour finir de mettre un titre à notre graphique. Alors, 2-3 petits exemples de courbes. Donc ici, par exemple, c'est la vaporisation de l'éthanol. Donc le produit étudié, c'est l'éthanol. C'est la vaporisation, donc on va passer de liquide à solide. Donc ici, on est dans la zone où le produit est liquide, 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 liquide. Ici, on arrive, on voit sur un palier de température qui est à 78 degrés Celsius. Donc c'est la température de vaporisation de l'éthanol. Donc j'ai dit, chaque produit chimique a ses températures propres de fusion et de vaporisation. Et donc là, en fait, on n'a pas continué la courbe, on a arrêté au bout de 10 minutes d'expérience, mais bien évidemment, on continuerait là sur le palier et ça continuera à augmenter après. Deuxième exemple, cette fois-ci, la solidification du cyclohexane. Donc là, le produit chimique étudié, c'est le cyclohexane. Et le changement d'état, c'est la solidification. Donc solidification, on passe de liquide au début à solide à la fin. Donc ici, on est liquide, 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 liquide. On arrive sur le palier, donc le changement d'état se fait ici. Donc on voit que la température de solidification, c'est à peu près 5,5-6 degrés Celsius pour le cyclohexane. Et une fois que le changement d'état est terminé, la température va pouvoir diminuer. Donc, vous devez être capable de tracer des courbes et d'étudier des courbes de ce style sur n'importe quel produit chimique. Petites énigmes, là, au niveau d'un verre. Donc, on a placé dans un verre que des glaçons. Il n'y a pas du tout d'eau au début, de liquide, c'est que des glaçons. Là, on voit que dans ce verre, il y a un petit peu d'eau et encore un peu de glaçons, donc les glaçons ont commencé à fondre. Et la question, c'est quelle est la température? Donc dans ce cas-là, on est avec un mélange de solide et liquide, donc on est sur le palier de température au niveau des courbes, donc vu que c'est de l'eau, on est à 0 degré. Même chose ici, on a de l'eau avec des carottes et l'eau est en train de bouillir, c'est de l'eau pure. Donc du coup, vu qu'elle est en train de bouillir, on est en train de faire le changement d'état. Le changement d'état, c'est la vaporisation. Et vu que c'est de l'eau, on sait que la température de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Donc là, la température sera à 100 degrés Celsius. Ici, on a des glaçons, donc on imagine que c'est de l'eau. On doit les remettre dans l'ordre, donc la première image, ce sera celle-ci. Donc là, on n'a que des glaçons, donc on a une température négative, moins quelque chose, moins 10 degrés par exemple. Ensuite, ici, on a la deuxième image, donc les glaçons commencent à fondre. On a un mélange de solide et liquide, donc on est sur le palier, donc la température serait à 0 degrés Celsius. Ici, on a un petit peu moins de glaçons, mais on a quand même encore du solide et du liquide, donc on est toujours sur le palier et on est toujours à 0 degrés Celsius. Et ici, les glaçons ont fini de fondre, donc le changement d'état est fini. On n'a que de l'eau liquide, donc on a une température qui est entre 0 et 100 degrés, par exemple 20 degrés Celsius. Donc voilà les choses que vous devez être capable de faire sur cette fiche. Lorsqu'on connaît les températures de fusion et vaporisation d'un produit, on est capable de trouver dans quel état il se trouve à n'importe quelle température. Donc un petit exemple pour mieux comprendre, l'acétone. L'acétone, c'est un produit chimique. Sa température de fusion, c'est moins 94,7 degrés Celsius et sa température de vaporisation, c'est 56 degrés Celsius. Ces températures, vous ne devez pas les apprendre par cœur, uniquement celles de l'eau, mais pour les autres produits chimiques, elles seront données en évaluation.
Donc on peut tracer une flèche comme ça sur laquelle on va mettre les 3 états de la matière. Donc solide, liquide, gazeux. Et ça, c'est une flèche qui indique la température. Donc la température de fusion, on est d'accord que la fusion, c'est le passage de solide à liquide. Donc on va placer cette température entre l'état solide et l'état liquide. C'est la température où il y aura le palier, moins 94,7 degrés Celsius. Même chose pour la température de vaporisation, c'est entre liquide et gaz, cette température du palier, qui sera à 56 degrés Celsius. Et donc pour l'acétone, à 25 degrés, on serait à peu près ici, et on voit qu'on est dans la zone du liquide. Donc à 25 degrés Celsius, l'acétone est liquide. À 100 degrés Celsius, on serait ici, et on voit qu'on est dans la zone du gaz. Donc à 100 degrés Celsius, l'acétone est gazeux. Donc ça dépend des produits chimiques. Chaque produit chimique a ses températures propres de fusion et de vaporisation. Donc, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, donc la température de fusion de l'eau, c'est 0 degré. C'est la température de fusion et de solidification. Qu'on fasse le changement d'état dans un sens ou dans l'autre, c'est la même température, donc 0 degré Celsius. La température de vaporisation, qui sera la même que la température de liquéfaction, pour l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Donc, ces deux températures pour l'eau doivent être connues. Et attention, ces températures peuvent être un tout petit peu différentes en fonction de la pression. Donc par exemple, quand on est en montagne, en altitude, la température de vaporisation de l'eau sera plus faible. Alors passons maintenant à la fiche numéro 6 sur l'identification des liquides. Donc la plupart des boissons et des aliments contiennent de l'eau. Donc là, vous avez des exemples d'aliments qui vont contenir de l'eau. Pour détecter la présence d'eau, on utilise une poudre qui est blanche et qui devient bleue en présence d'eau. Cette poudre, elle s'appelle sulfate de cuivre anhydre. Donc attention, le nom est un petit peu long et compliqué, mais vous devez l'apprendre et le retenir en entier. Donc là, on a fait un test sur des aliments. Donc vous voyez que sur ces aliments, le sulfate de cuivre est devenu bleu. Donc ça veut dire que ce sont des aliments qui contiennent de l'eau. On peut également faire le test sur des liquides. Donc là, vous voyez qu'on a 3 liquides qui contiennent de l'eau et que l'huile n'en contient pas. Et attention, au niveau du vocabulaire, on dit bien que c'est le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu et on ne dit pas c'est la pomme qui est devenue bleue ou le sirop de citron qui est devenu bleu. L'élément qu'on teste ne change pas de couleur, c'est la poudre qui change de couleur. Donc au niveau du vocabulaire, ce sulfate de cuivre, lorsqu'il est blanc, on l'appelle sulfate de cuivre anhydre. Anhydre, ça veut dire sans eau. Et lorsqu'il est bleu, on l'appelle sulfate de cuivre hydraté. Hydraté, ça veut dire avec de l'eau. Donc ici, on a du sulfate de cuivre hydraté. Ici, on a du sulfate de cuivre anhydre. C'est le même produit. Et pour passer de l'un à l'autre, on chauffe. Donc ça, c'est ce que je fais, moi, pour préparer le sulfate de cuivre anhydre que je vous donne pour utiliser en manipulation. Donc on place du sulfate de cuivre anhydre, par exemple, dans un tube à essai. On va le chauffer. L'eau qu'il contient va s'évaporer. Et quand l'eau s'en va, il devient blanc. Attention, il ne faut surtout pas laisser le sulfate de cuivre anhydre à l'air libre parce que dans l'air, on l'a déjà vu et on l'a déjà dit, il y a de l'eau sous forme de gaz, la vapeur d'eau. Et donc, c'est tout type d'eau qui réagit avec le sulfate de cuivre anhydre. Donc, même si elle est sous forme de gaz, elle va réagir et elle va faire que le sulfate de cuivre anhydre va devenir bleu. Donc, c'est pour ça que quand on a les petits pots, il faut bien les refermer. Il faut surtout pas le laisser à l'air libre, sinon, il devient bleu. Un petit rappel sur le diagramme en bâton, donc ça rapide parce que ça se trace à peu près de la même façon qu'un graphique avec un titre, le nom des axes. C'est juste que au lieu de placer des points, on va faire des bâtons. Et dernier point, on peut identifier bien d'autres liquides que l'eau avec des poudres. Donc un autre exemple, par exemple l'alcool, lui va pouvoir s'identifier avec le dichromate de potassium. Donc c'est un autre produit chimique qui lui change de couleur quand on le met en présence d'alcool. Alors ce produit chimique, le dichromate de potassium, il est jaune à la base et il devient vert quand il est en contact avec de l'alcool. Donc c'est un produit chimique qu'on utilisait dans les alcotests avant. Maintenant ils sont plus faits comme ça, mais les anciens alcotests étaient faits avec cette poudre, le dichromate de potassium. Donc voilà ce que vous avez à retenir pour la